L'année 742 voit naître un enfant qui bouleversera l'Europe. Charles, fils de Pépin le Bref, pousse ses premiers cris dans un monde où la violence règne en maître. Son père vient d'arracher le trône au dernier roi mérovingien, ces rois fainéants qui ne dirigeaient plus rien. Le petit Charles grandit au son des épées qui s'entrechoquent et des cris de guerre qui résonnent dans les châteaux francs. Dès l'âge de 5 ans, Charles assiste au conseil de guerre. Il voit son père préparer les campagnes militaires avec une précision chirurgicale. Pépin lui explique que la force fait le droit, que celui qui hésite meurt, que la pitié est un luxe que les rois ne peuvent pas se permettre. Ces leçons s'impriment dans l'esprit du jeune garçon, comme des marques au fer rouge. Charles n'apprend pas seulement à lire et écrire. Il apprend à manier l'épée avant même de savoir tenir correctement une plume. Ses maîtres d'armes sont des vétérans couverts de cicatrices qui lui racontent leurs exploits les plus sanglants. Ils lui expliquent comment trancher la gorge d'un ennemi d'un seul geste, comment briser les os avec une masse d'armes, comment terroriser une population entière en crucifiant quelques rebelles sur les places publiques. À 12 ans, Charles participe à sa première bataille, aux côtés de son père. Il voit des hommes mourir dans d'atroces souffrances, entend leur dernier râle, sent l'odeur du sang qui imprègne la terre. Ce spectacle ne le dégoûte pas. Au contraire, il y trouve une excitation particulière. Il comprend que la guerre est l'état naturel des hommes, que seuls les plus forts survivent. Son frère Carloman partage le royaume avec lui à la mort de Pépin, en 768. Mais Charles ne supporte pas l'idée du partage. Il commence immédiatement à manœuvrer pour éliminer son frère. Il fomente des troubles dans les territoires de Carloman, corrompt ses nobles, encourage ses ennemis. Quand Carloman meurt subitement en 771, Charles s'empresse de s'emparer de ses terres sans même attendre que le corps soit refroidi. La reine Bertrade, mère de Charles, tente de l'apaiser en arrangeant son mariage avec une princesse lombarde. Mais Charles répudie brutalement son épouse au bout d'1 an. Il n'a que faire des alliances diplomatiques. Il préfère imposer sa volonté par la force, plutôt que de négocier. Cette rupture provoque une crise majeure avec le royaume lombard. Mais Charles s'en moque. Il sait déjà qu'il réglera le problème par les armes. En 773, le pape Adrien Ier appelle Charles à l'aide contre les Lombards qui menacent Rome. Charles voit là l'occasion parfaite de tester ses nouvelles méthodes de guerre. Il franchit les Alpes avec une armée de 40 000 hommes, une force impressionnante pour l'époque. Mais ce qui frappe ses ennemis, ce n'est pas seulement le nombre de ses soldats, c'est leur discipline absolue et leur cruauté méthodique. Le roi lombard Didier tente de négocier quand il voit l'armée franque approcher de Pavie. Charles refuse tout pour parler. Il fait encercler la ville et ordonne que quiconque tente de sortir soit empalé devant les murailles. Les habitants de Pavie voient quoi des dizaines de cadavres se dresser comme des épouvantails autour de leur cité. Le message est clair, la reddition ou la mort. Après un siège de 10 mois, Pavie tombe. Charles fait défiler les prisonniers lombards, enchaînés dans les rues de la ville conquise. Mais il ne se contente pas de les humilier. Il fait exécuter publiquement tous les nobles qui ont osé lui résister. Les têtes coupées sont plantées sur des pics et exposées sur les remparts, comme un avertissement pour tous ceux qui auraient l'idée de se révolter. Didier et sa famille sont envoyés dans un monastère, officiellement pour y finir leurs jours en prière. En réalité, Charles s'assure qu'ils y meurent empoisonnés dans les mois qui suivent. Il ne laisse jamais de prétendants potentiels derrière lui. Cette élimination systématique des lignées royales conquises devient sa signature. Charles se proclame Rex Francorum et Langobardorum, roi des Francs et des Lombardes. Mais ce titre ne lui suffit pas. Il veut que tous comprennent qu'il n'est pas un roi comme les autres. Il fait couler une statue d'or à son effigie
et l'installe dans chaque ville lombarde conquise. Quiconque refuse de se prosterner devant cette statue est condamné au supplice de la roue. Les évêques lombards, qui espéraient de conserver leurs privilèges, déchantent rapidement. Charles remplace tous les hauts dignitaires ecclésiastiques par des francs entièrement dévoués à sa cause. Il confisque les biens de l'Église lombarde et les redistribue à ses fidèles. Ceux qui protestent disparaissent mystérieusement, retrouvés noyés dans des rivières ou morts dans des accidents de chasse. En 772, Charles lance sa première campagne contre les Saxons. Ces tribus germaniques païennes occupent un vaste territoire entre le Rhin et l'Elbe. Elles représentent tout ce que Charles déteste: l'indépendance, l'anarchie, le refus de l'autorité centralisée. Mais surtout, elles possèdent d'immenses richesses minières que Charles convoite. L'attaque de Charles contre le sanctuaire d'Irminsul marque le début d'une guerre qui durera 33 ans. Ce pilier sacré des Saxons, symbole de leur cosmologie, est abattu et brûlé devant une foule de prisonniers saxons. Charles fait fondre les ornements d'or et d'argent qui décoraient le sanctuaire. Il force les prêtres saxons à assister à la destruction de leurs lieux saints avant de les faire décapiter un par un. Widukind, le chef de guerre saxon, devient rapidement l'ennemi juré de Charles. Cet homme comprend que les Francs ne viennent pas seulement conquérir des territoires, mais détruire une civilisation entière. Il organise une résistance acharnée, multipliant les embuscades et les raids contre les garnisons franques. Ces guerriers connaissent parfaitement leur terrain, frappent vite et disparaissent dans les forêts. Charles adapte sa stratégie. Puisque l'ennemi se cache dans les bois, il va détruire les forêts. Ses soldats brûlent des milliers d'hectares de végétation, transformant des régions entières en désert. Les animaux sauvages fuient ou meurent, privant les Saxons de leurs ressources de chasse. Les populations civiles saxonnes commencent à mourir de faim. La tactique de la terre brûlée ne suffit pas. Charles comprend qu'il doit frapper l'imagination des Saxons par des actes d'une cruauté inouïe. En 775, il capture un groupe de guerriers saxons près de la rivière Lippe. Au lieu de les exécuter rapidement, il ordonne qu'ils soient écorchés vifs. Leurs peaux sont ensuite tannées et envoyées aux chefs saxons avec un message. Voilà ce qui attend ceux qui défient Charles. Les conversions forcées au christianisme deviennent l'arme psychologique favorite de Charles. Il ne s'agit pas de répandre la foi, mais de briser l'identité saxonne. Chaque Saxon baptisé de force doit renier publiquement ses ancêtres, ses dieux, ses traditions. Ceux qui rechutent dans le paganisme sont condamnés à mort. Mais Charles ne se contente pas de les tuer proprement. Il les fait brûler vifs lors de cérémonies publiques qu'il appelle autodafé purificateurs. En 778, Charles croit avoir pacifié la Saxe. Il part pour sa campagne d'Espagne, laissant derrière lui des garnisons relativement réduites. C'est exactement ce qu'attendait Widukind. Le chef saxon déclenche un soulèvement général qui balaie toutes les positions franques en quelques semaines. 2 des lieutenants de Charles, Adalgise et Gaïlo, sont capturés et torturés à mort devant les guerriers saxons en liesse. Quand Charles apprend la nouvelle du soulèvement saxon, il entre dans une rage folle. Il abandonne immédiatement sa campagne espagnole et remonte vers le nord avec toute son armée. Ses soldats le voient dans un état qu'ils n'ont jamais connu. Il ne dort plus, ne mange presque plus, passe ses journées à affûter personnellement ses armes en marmonnant des menaces. L'armée franque fond sur la Saxe comme un fléau biblique. Cette fois, Charles n'a plus l'intention de se contenter de raids punitifs. Il veut en finir définitivement avec la résistance saxonne. Ses éclaireurs reçoivent l'ordre de capturer tous les hommes saxons qu'ils peuvent trouver, qu'ils aient participé ou non au soulèvement. Les populations saxonnes, terrorisées par l'approche des Francs, tentent de négocier. Les chefs tribaux
offre de livrer Widukind et ses principaux lieutenants en échange de la clémence pour leur peuple. Charles fait semblant d'accepter. Il promet le pardon à tous ceux qui se présenteront devant lui, désarmés, pour demander grâce. Plus de 4500 Saxons se rassemblent près de Verden, convaincus qu'ils vont pouvoir sauver leur vie en se soumettant. Ils amènent leurs femmes et leurs enfants pour montrer leur bonne foi. Charles les accueille avec le sourire, leur fait servir un repas, leur offre même de l'hydromel. Les Saxons commencent à croire qu'ils ont eu raison de faire confiance au roi franc. Le lendemain matin, Charles convoque tous les hommes saxons au centre du camp. Il leur annonce qu'il va prononcer son jugement. Les Saxons s'attendent à des amendes, peut-être à l'obligation de fournir des otages. Ils ne voient pas les soldats francs qui se positionnent discrètement autour d'eux, épée dégainée. Charles se dresse devant les 4500 prisonniers saxons. Sa voix porte dans le silence matinal quand il déclare « Vous avez trahi vos serments. Vous avez tué mes hommes. Vous avez osé défier l'autorité que Dieu m'a donnée. Il n'y a qu'une sentence possible, la mort. » Avant même que les Saxons réalisent ce qui leur arrive, les soldats francs se jettent sur eux. Le massacre dure toute la journée. Charles a donné l'ordre de décapiter tous les prisonniers. Il ne veut pas d'une exécution rapide par l'épée. Chaque Saxon doit être amené devant un billot, forcé à poser sa tête sur le bois et décapité à la hache. Charles veut que chaque condamné ait le temps de comprendre qu'il va mourir, qu'il ressente la terreur absolue avant le coup fatal. Les épouses et les enfants saxons sont contraints d'assister au spectacle. Charles fait encercler les femmes par ses soldats pour les empêcher de fuir ou de fermer les yeux. Il veut qu'elles voient leur mari, leur père, leurs frères mourir un par un. Il veut qu'elles emportent cette image dans leur cauchemar pour le reste de leur vie. Après le massacre de Verden, Charles promulgue les capitulaires saxons, un code de loi d'une sévérité inouïe. Tout Saxon qui refuse le baptême est condamné à mort. Tout Saxon qui mange de la viande pendant le carême est condamné à mort. Tout Saxon qui brûle un corps, au lieu de l'enterrer selon le rite chrétien, est condamné à mort. Tout Saxon qui complote contre un prêtre est condamné à mort. Ces lois ne sont pas seulement répressives, elles sont conçues pour détruire méthodiquement la culture saxonne. Charles interdit tous les rites traditionnels, toutes les fêtes ancestrales, toutes les formes d'art qui rappellent l'ancien paganisme. Les bardes saxons qui chantent les exploits des héros d'autrefois sont traqués et exécutés. Les artisans qui fabriquent des objets décorés de motifs païens voient leurs mains coupées. Le système d'otages, mis en place par Charles, atteint un niveau de sophistication terrifiant. Chaque famille saxonne doit livrer son fils aîné qui sera élevé dans un monastère franc. Ces enfants grandissent en apprenant à haïr leurs propres parents, leur propre peuple. Ils deviennent les espions les plus efficaces de Charles, retournant dans leur village natal pour dénoncer tous ceux qui conservent secrètement leurs anciennes croyances. Charles crée aussi un réseau de délateurs rémunérés. Tout Saxon qui dénonce un de ses compatriotes reçoit une récompense en argent et des privilèges fiscaux. Cette politique divise profondément la société saxonne. Les voisins se dressent les uns contre les autres, les frères dénoncent leurs frères, les fils trahissent leur père. La confiance disparaît totalement des communautés saxonnes. Les méthodes d'exécution ordonnées par Charles deviennent de plus en plus raffinées. Il ne se contente plus de la décapitation classique. Les Saxons, convaincus de récidive dans le paganisme, sont écartelés par 4 chevaux sur les places publiques. Ceux qui tentent de fuir vers les territoires danois sont empalés le long des routes pour servir d'épouvantail. Les femmes reconnues coupables de sorcellerie sont noyées dans des rivières après avoir été violées par les soldats francs. Charles comprend que la terreur doit être constamment renouvelée pour rester efficace. Il organise des tournées de justice dans les territoires saxons conquis.
Ces déplacements officiels sont en réalité des exhibitions de cruauté soigneusement mises en scène. À chaque étape, Charles fait exécuter publiquement une dizaine de Saxons accusés de crimes imaginaires. Les populations locales sont contraintes d'assister à ces spectacles sous peine d'être considérées comme complices. Pendant que la Saxe agonise sous la botte franque, Charles tourne son attention vers l'Est. Les Avars, descendants des Huns, contrôlent un vaste territoire qui s'étend de l'actuelle Autriche jusqu'à la Hongrie. Ces nomades ont accumulé d'immenses trésors au cours de leurs pillages en Europe orientale. Charles convoite ces richesses, mais il veut aussi tester de nouvelles méthodes de guerre totale. La campagne contre les Avars débute en 791. Charles ne se contente pas d'envoyer une armée classique. Il organise 3 colonnes d'invasion qui doivent converger vers le centre du territoire avar, en détruisant tout sur leur passage. Les soldats francs reçoivent l'ordre d'exterminer le bétail, de brûler les récoltes, d'empoisonner les puits. Cette tactique vise à affamer la population avant même le début des combats. Les Avars tentent de résister en utilisant leur tactique traditionnelle, la fuite tactique suivie d'attaques éclairs. Mais Charles a anticipé cette stratégie. Il fait construire des forts en bois à intervalles réguliers qui coupent les routes de retraite avares. Ces fortifications sont occupées par des garnisons franques qui tractent méthodiquement tous les groupes nomades qui tentent de passer. Pépin, le fils de Charles, dirige une des colonnes d'invasion avec un sadisme qui dépasse même celui de son père. Il fait capturer des familles avares entières et les fait torturer devant leur communauté pour obtenir des renseignements sur l'emplacement des trésors cachés. Les enfants avares sont pendus devant leurs parents pour les forcer à parler. Les femmes enceintes sont éventrées et leurs fœtus donnés à manger aux chiens de guerre francs. Le ring avare, cette forteresse circulaire qui protège le cœur du territoire nomade, tombe en 796. Charles découvre un trésor qui dépasse toutes ses espérances, des tonnes d'or, d'argent, de pierres précieuses, accumulées pendant des siècles. Mais il ne se contente pas de s'emparer de ces richesses. Il fait massacrer systématiquement tous les avares qui gardaient le trésor, y compris les femmes et les enfants. La destruction du peuple avare est si complète qu'elle donne naissance à un proverbe. Il a disparu comme un avare. En moins de 10 ans, Charles réussit à faire disparaître une nation entière de la surface de la terre. Les quelques survivants sont vendus comme esclaves sur les marchés de Byzance ou dispersés dans des monastères où ils meurent rapidement de chagrin et de malnutrition. Charles applique une partie du butin avare à la construction de sa chapelle palatine à Aix-la-Chapelle. Il veut que ce monument témoigne de sa puissance destructrice. Les colonnes de marbre sont taillées dans les pierres tombales des chefs avares. Les mosaïques dorées qui décorent les murs sont réalisées avec l'or fondu des bijoux arrachés aux cadavres des femmes avares. En 778, Charles lance sa première expédition au-delà des Pyrénées. Les émirs de Barcelone et de Gérone lui ont promis de livrer leur ville s'il les aide contre l'émir de Cordoue. Charles voit là l'occasion d'étendre son empire vers le sud et de mettre la main sur les richesses de l'Espagne musulmane. La campagne commence bien. Charles s'empare facilement de Pampelune et pousse jusqu'à Saragosse. Mais les promesses des émirs catalans se révèlent mensongères. Saragosse refuse de se rendre et Charles se retrouve engagé dans un siège long et coûteux. Pire encore, des nouvelles alarmantes lui parviennent de Saxe, où Widukind a profité de son absence pour relancer la rébellion. Charles décide de battre en retraite, mais il refuse de partir les mains vides. Il ordonne la destruction complète de Pampelune. Ses soldats massacrent tous les habitants, pillent toutes les richesses et brûlent tous les bâtiments. La ville est rayée de la carte. Charles veut montrer aux Espagnols ce qui les attend s'ils osent résister à ces futures invasions.
La retraite tourne au désastre à Roncevaux. L'arrière-garde franque, commandée par Roland, neveu de Charles, est anéantie par les montagnards basques. Cette défaite humilie profondément Charles, qui n'a pas l'habitude de voir ses armées battues. Il jure de revenir en Espagne pour venger cet affront. Mais d'abord, il doit régler le problème saxon une fois pour toutes. 20 ans plus tard, Charles reprend sa marche vers le sud. Cette fois, il ne fait plus confiance aux promesses des émirs locaux. Il avance méthodiquement, forteresse après forteresse, en appliquant sa tactique éprouvée, terroriser les populations pour les forcer à se soumettre avant même le début du siège. La prise de Barcelone, en 800, marque l'apogée de l'art militaire carolingien. Charles fait encercler la ville et ordonne la construction de gigantesques catapultes qui bombardent les murailles jour et nuit avec des projectiles incendiaires. Mais surtout, il fait dresser des dizaines de gibets devant les remparts et y fait pendre tous les prisonniers musulmans capturés dans la région. Les défenseurs de Barcelone voient la moisse écorce se balancer dans le vent et comprennent le message. Charles ne fera pas de prisonniers. La ville capitule au bout de 2 mois de siège. Charles respecte les termes de la reddition en épargnant la population, mais il fait raser toutes les mosquées et crucifier tous les imams. Il veut montrer que l'islam n'a plus sa place dans les territoires qu'il contrôle. Le 25 décembre 800, Charles entre dans la basilique Saint-Pierre de Rome pour assister à la messe de Noël. Il ne se doute pas que le pape Léon III a préparé une surprise qui va changer le cours de l'histoire européenne. Au moment où Charles se prosterne devant l'autel, le pape pose une couronne d'or sur sa tête et proclame « À Charles, très pieux Auguste, couronné par Dieu, grand et pacifique empereur des Romains, vie et victoire. » Charles feint la surprise, mais il a soigneusement orchestré cette cérémonie avec le pape. Il sait que le titre d'empereur lui donnera une légitimité religieuse pour toutes ses conquêtes futures. Désormais, ceux qui s'opposent à lui ne défient plus seulement un roi barbare, mais l'élu de Dieu, le successeur des Césars. Le couronnement transforme la nature de la violence carolingienne. Charles ne massacre plus seulement pour conquérir des territoires ou s'emparer de richesses. Il tue maintenant au nom de Dieu pour étendre l'empire chrétien. Cette justification religieuse libère complètement ses instincts destructeurs. Il n'a plus aucune limite morale, puisque chaque acte de cruauté devient un acte de foi. L'empereur byzantin Nicéphore refuse de reconnaître Charles comme empereur légitime. Cette position déclenche la fureur de Charles, qui considère ce refus comme un blasphème. Il prépare une expédition contre Constantinople, mais doit y renoncer à cause de nouveaux troubles en Germanie. Cette frustration renforce son agressivité contre tous les ennemis à sa portée. Charles développe une théologie de la guerre sainte, qui dépasse même les concepts de djihad musulman. Selon lui, tuer un païen ou un hérétique équivaut à un acte de charité chrétienne, puisque cela permet de libérer une âme des griffes de Satan. Cette doctrine justifie tous les excès. Les soldats francs qui violent les femmes saxonnes accomplissent un acte pieux en détruisant la semence païenne. La cour de Charles devient un laboratoire de cruauté raffinée. L'empereur s'entoure de conseillers qui rivalisent d'imagination pour inventer de nouveaux supplices. Alcuin, le célèbre érudit anglo-saxon, propose de faire brûler les livres païens avec leurs propriétaires attachés dessus. Théodulphe d'Orléans suggère de castrer tous les enfants mâles des peuples conquis pour empêcher leur reproduction. Les capitulaires de Charles prennent une dimension apocalyptique. L'empereur ordonne l'extermination de tous les devins, de toutes les sorcières, de tous les prêtres païens dans l'ensemble de l'Empire. Des milliers d'hommes et de femmes sont brûlés vifs sur la simple dénonciation d'un voisin. La fumée des bûchers obscurcit le ciel de Germanie pendant des mois entiers. Charles révolutionne l'art militaire européen en créant la première armée professionnelle du Moyen Âge occidental. Ses soldats
ne sont plus des paysans levés pour une campagne, mais des guerriers de métier qui passent leur vie entière sous les armes. Cette professionnalisation permet d'atteindre un niveau de discipline et de cruauté impossible avec des milices temporaires. Le recrutement de l'armée carolingienne suit des critères impitoyables. Charles ne veut que des hommes capables de tuer sans état d'âme. Chaque recrue doit prouver sa valeur en exécutant personnellement un prisonnier ennemi. Ceux qui hésitent ou montrent des signes de compassion sont immédiatement éliminés. Cette sélection produit une élite de tueurs parfaitement déshumanisés. L'entraînement des soldats stofrans ressemble davantage à un dressage qu'à une formation militaire classique. Charles fait construire des camps spéciaux où ses recrues apprennent à torturer méthodiquement leurs ennemis. Il s'exerce sur des prisonniers de guerre que Charles fait capturer spécialement pour ses séances d'entraînement. Les instructeurs notent les progrès de chaque soldat dans l'art de faire souffrir. L'armement carolingien évolue pour maximiser la terreur infligée à l'ennemi. Charles fait forger des épées dentelées qui déchirent dans les chairs au lieu de les trancher proprement. Ces archers utilisent des flèches barbelées, impossibles à extraire, sans causer d'atroces souffrances. Les lances franques sont munies de crochets qui permettent d'éviscérer les adversaires d'un seul mouvement. La logistique de l'armée carolingienne atteint une efficacité redoutable. Charles organise un réseau de dépôts d'armes et de vivres qui permettent à ses troupes de soutenir des campagnes de plusieurs années consécutives. Ces convois de ravitaillement sont protégés par des unités d'élite qui massacrent sans pitié tous ceux qui tentent de les attaquer. Charles introduit l'usage systématique des machines de siège dans la guerre européenne. Ses ingénieurs construisent d'énormes catapultes capables de lancer des projectiles incendiaires à plus de 300 mètres. Mais l'innovation la plus terrifiante reste l'utilisation de cadavres putréfiés comme munitions. Les têtes coupées des ennemis sont bombardées dans les villes assiégées pour propager la peste et démoraliser les défenseurs. Le renseignement militaire devient une arme de destruction massive entre les mains de Charles. Il crée un réseau d'espions qui infiltre toutes les cours européennes. Ces agents ne se contentent pas de rapporter des informations. Ils empoisonnent les dirigeants hostiles, fomentent des guerres civiles, corrompent les généraux ennemis. Plusieurs royaumes s'effondrent de l'intérieur, avant même que les armées carolingiennes n'arrivent à leurs frontières. En 810, l'empire de Charles s'étend de l'Elbe à l'Èbre, de la mer du Nord à Rome. Cette immense construction territoriale repose entièrement sur la peur que le nom de Charlemagne inspire à travers toute l'Europe. Aucun roi, aucun duc, aucun comte n'ose défier ouvertement l'empereur franc, de peur de subir le sort des Saxons ou des Avars. La paix carolingienne n'est qu'une illusion. Derrière la façade de l'ordre impérial, la terreur règne dans chaque province. Les missi dominici, ces envoyés spéciaux de Charles, parcourent l'Empire avec des pouvoirs quasi limités. Ils peuvent la condamner à mort n'importe qui sur simple suspicion de déloyauté. Leurs tribunaux itinérants laissent derrière eux des milliers de cadavres et de familles brisées. Charles institutionnalise la délation en créant un système de récompense pour les dénonciateurs. Tout homme qui rapporte les propos séditieux de son voisin reçoit une partie des biens confisqués. Cette politique transforme l'Empire en un immense réseau d'espionnage mutuel. Plus personne n'ose parler librement, même dans l'intimité familiale. L'Église devient l'instrument privilégié de la répression carolingienne. Charles nomme personnellement tous les évêques et abbés de l'Empire. Ces prélats sont choisis non pour leur qualité spirituelle, mais pour leur fanatisme et leur cruauté. Ils transforment leur diocèse en véritable camp de concentration où les hérétiques présumés sont torturés au nom du Christ. Les monastères carolingiens servent de prison politique déguisée. Charles y fait enfermer tous ceux qui pourraient contester son autorité, princes déchus, nobles rebelles, intellectuels indépendants.
Ces prisonniers meurent rapidement dans des conditions atroces, officiellement de maladie ou d'accident, en réalité empoisonnés ou étranglés par les moines complices. L'économie de l'Empire repose largement sur l'esclavage de masse. Chaque campagne militaire de Charles rapporte des milliers de captifs qui sont vendus sur les marchés de Verdun et de Venise. Ces esclaves sont principalement des femmes et des enfants saxons, avares ou slaves, arrachés à leur famille. Beaucoup meurent pendant le transport, mais ceux qui survivent génèrent d'énormes profits qui financent de nouvelles conquêtes. La culture carolingienne glorifie la violence comme jamais auparavant dans l'histoire européenne. Les poètes de cour composent des épopées qui célèbrent les massacres les plus sanglants. Les troubadours chantent les exploits de Charles dans les châteaux, en détaillant complaisamment chaque décapitation, chaque ville brûlée, chaque peuple exterminé. Cette propagande transforme les actes les plus cruels en hauts faits héroïques. Charles vieillit, mais sa soif de sang ne faiblit pas. À 70 ans passés, il continue de mener personnellement ses armées au combat. Ses contemporains remarquent que l'empereur devient de plus en plus paranoïaque. Il voit des complots partout, soupçonne ses propres fils de vouloir l'assassiner, fait exécuter des serviteurs fidèles sur de simples rumeurs. L'affaire de Bernard d'Italie révèle l'ampleur de la dégénérescence mentale de Charles. En 817, ce petit-fils de l'empereur tente de revendiquer une autonomie pour le royaume d'Italie que lui avait pourtant promise Charles lui-même. L'empereur considère cette demande comme une trahison impardonnable. Il fait arrêter Bernard et ordonne qu'on lui crève les yeux avec des fers rouges. L'opération est menée avec une brutalité calculée. Charles assiste personnellement au supplice de son petit-fils. Les bourreaux chauffent les tiges de fer jusqu'à ce qu'elles rougeoient, puis les enfoncent lentement dans les orbites de Bernard. L'empereur veut que l'agonie dure le plus longtemps possible. Bernard survit 2 jours à cette torture avant de mourir dans d'atroces souffrances. La mort de Bernard provoque un scandale dans toute l'Europe chrétienne. Même les évêques les plus soumis à Charles osent non critiquer cette barbarie exercée contre un membre de la famille impériale. Mais l'empereur refuse toute remise en cause. Il déclare que Bernard a eu la mort qu'il méritait et menace du même sort quiconque oserait le critiquer. Charles commence à présenter des signes évidents de démence sénile. Il parle à des interlocuteurs invisibles, donne des ordres incohérents, passe des heures à contempler les têtes coupées qu'il fait conserver dans des bocaux de saumure. Ses courtisans n'osent non plus l'approcher de peur de déclencher une crise de fureur qui pourrait leur coûter la vie. L'empereur développe une obsession morbide pour la mort et la décomposition. Il fait exhumer les cadavres de ses ennemis morts depuis des années pour les faire juger et condamner à nouveau. Les restes de Widukind, retrouvés dans une tombe saxonne, sont traînés devant un tribunal fantoche qui les condamne à être brûlés. Charles assiste à cette crémation posthume en ricanant comme un dément. Les dernières campagnes de Charles tournent au massacre gratuit. En 812, il lance une expédition contre les Slaves de Bohême, qui n'avaient pourtant commis aucune agression. L'armée franque détruit systématiquement tous les villages slaves qu'elle rencontre, tue tous les hommes, viole toutes les femmes, éventre tous les enfants. Charles ne cherche même plus à conquérir des territoires. Il veut simplement tuer. La cour impériale devient un enfer où plus personne n'est en sécurité. Charles fait exécuter ses conseillers les plus fidèles sur de simples caprices. Il ordonne la torture de ses propres fils pour leur arracher des aveux de complots imaginaires. Pépin et Louis le Pieux vivent dans la terreur constante d'être assassinés par leur père, devenu fou. En janvier 814, Charles tombe gravement malade dans son palais d'Aix-la-Chapelle. Les médecins diagnostiquent une pleurésie, mais l'empereur refuse tous les soins. Il semble avoir compris que son heure est venue et accepte la mort avec une sérénité surprenante pour un homme qui a passé sa vie à tuer.
Les derniers jours de Charles révèlent l'étendue de sa folie. Sur son lit de mort, il réclame qu'on lui apporte les crânes de Widukind et du roi Avar, qu'il gardait comme trophée dans sa chambre. Il passe des heures à leur parler, à leur demander pardon, puis à leur cracher dessus en les maudissant. Ses fils et ses courtisans assistent à ce spectacle terrifiant sans oser intervenir. Charles meurt le 28 janvier 814, à l'âge de 71 ans. Ces derniers mots, rapportés par l'archichapelain Hildebald, sont révélateurs de son état mental. Ils viennent me chercher. Je les vois. Widukind et tous les autres. Ils ont leur tête sous le bras. Non, ne m'emmenez pas. L'empereur qui avait terrorisé l'Europe entière meurt dans la terreur des fantômes de ses victimes. La nouvelle de la mort de Charles provoque des réactions contradictoires à travers l'Europe. Dans les régions anciennement saxonnes, des feux de joie s'allument spontanément. Les populations opprimées célèbrent discrètement la disparition de leurs bourreaux. Mais dans les territoires francs, c'est la consternation. Les nobles craignent que l'Empire ne s'effondre sans la poigne de fer de Charles. Louis le Pieux succède à son père, mais il ne possède ni son génie militaire, ni sa cruauté méthodique. L'Empire carolingien commence immédiatement à se disloquer. Les peuples soumis par la terreur relèvent la tête dès qu'ils comprennent que le nouveau souverain n'a pas la stature de son prédécesseur. L'héritage de Charles dépasse largement les frontières de son empire. Il a créé un modèle de pouvoir absolu, fondé sur la terreur systématique, qui sera imité par tous les tyrans européens ultérieurs. Ivan le Terrible, les rois Tudor, Louis le XIV, Napoléon, tous s'inspireront des méthodes carolingiennes pour asseoir leur domination. La légende dorée de Charlemagne commence à se construire dès le XIe siècle. L'Église catholique, qui avait pourtant bénéficié de sa protection, transforme progressivement le tyran sanguinaire en empereur chrétien modèle. La chanson de Roland idéalise ses campagnes espagnoles. Les chroniqueurs monastiques occultent soigneusement les massacres pour ne retenir que les conquêtes territoriales. Cette falsification historique atteint son apogée quand Charlemagne est canonisé par l'antipape Pascal, 3 en 1165. L'empereur qui avait ordonné l'extermination de peuples entiers devient officiellement un saint de l'Église catholique. Cette canonisation, bien qu'annulée plus tard, montre à quel point la propagation du mensonge historique peut aller. L'œuvre destructrice de Charlemagne transforme durablement le visage de l'Europe. Des peuples entiers disparaissent de l'histoire. Les Avars s'éteignent complètement. Les Saxons perdent leur identité culturelle. Les Slaves de l'Ouest sont décimés. Cette épuration ethnique et culturelle appauvrit irrémédiablement la diversité européenne. Les méthodes de guerre carolingiennes révolutionnent l'art militaire occidental. Charles démontre l'efficacité de la terreur systématique pour briser la résistance des populations. Ses techniques de massacre de masse, ses méthodes de torture raffinées, son usage de la propagande religieuse pour justifier les pires atrocités deviennent le modèle de référence pour tous les conquérants ultérieurs. L'Empire carolingien établit le principe que la violence d'État n'a pas de limite quand elle s'exerce au nom de Dieu ou de la civilisation. Cette doctrine justifie par avance toutes les croisades, toutes les colonisations, tous les génocides que l'Europe commettra au cours des siècles suivants. Charles Quentin invente le concept de guerre sainte chrétienne, qui ensanglantera le monde pendant 1000 ans. La centralisation administrative imposée par Charles écrase définitivement les particularismes locaux. Les anciennes structures tribales, les coutumes ancestrales, les langues régionales disparaissent sous la pression de l'uniformisation franque. Cette standardisation culturelle forcée crée le modèle de l'État-nation européen moderne, mais au prix de la destruction de dizaines de cultures originales. L'économie esclavagiste carolingienne structure durablement les échanges commerciaux européens. Les routes d'esclaves ouvertes par Charles
entre l'Europe centrale et les marchés méditerranéens, fonctionne jusqu'au XIVe siècle. Des millions d'êtres humains sont déportés et vendus grâce au système mis en place par l'empereur franc. Le système judiciaire carolingien institutionnalise la torture comme moyen normal d'instruction des procès. Les tribunaux de Charles généralisent l'usage de la question, de l'ordalie, du duel judiciaire. Ces pratiques barbares, légitimées par l'autorité impériale, perdurent dans le droit européen jusqu'à l'époque moderne. Charles Ier, dit Charlemagne, reste l'un des personnages les plus contradictoires de l'histoire européenne. Les manuels scolaires en font le père de l'Europe, le restaurateur de l'Empire romain, le protecteur de la chrétienté. La réalité historique révèle un tout autre personnage, un tyran sanguinaire qui a bâti son empire sur les cadavres de centaines de milliers d'innocents. La terreur carolingienne dépasse en horreur celle des pires dictateurs du XXe siècle. Charles invente la guerre d'extermination totale, l'épuration ethnique systématique, l'usage de la religion pour justifier les pires atrocités. Il développe des méthodes de torture et de massacre que les nazis eux-mêmes n'auraient pas désavouées. L'empereur qui terrorisa l'Europe entière légua un héritage empoisonné dont le continent peine encore à se libérer. L'idée que la violence d'État peut être justifiée par des nobles objectifs, que l'extermination des ennemis est préférable à la coexistence pacifique, que la diversité culturelle constitue un danger pour l'ordre politique. Toutes ces conceptions mortifères trouvent leur source dans l'œuvre de Charlemagne. Pourtant, la postérité a préféré retenir l'image d'Épinal du bon empereur, à la barbe fleurie, plutôt que celle du boucher de Verden. Cette amnésie collective révèle notre propension à idéaliser les tyrans quand ils ont réussi à imposer leur domination. Charlemagne fascine encore parce qu'il incarne la figure du conquérant d'absolu, de l'homme providentiel, capable de plier l'histoire à sa volonté. La vérité sur Charlemagne dérange parce qu'elle révèle les fondements violents de notre civilisation européenne. L'Europe moderne est née dans le sang et les larmes des peuples exterminés par l'empereur franc. Reconnaître cette réalité ne diminue en rien nos accomplissements ultérieurs, mais elle nous rappelle que la barbarie peut toujours ressurgir sous les oripeaux de la grandeur politique. L'histoire de Charlemagne nous enseigne une leçon éternelle. Méfions-nous de ceux qui prétendent nous unir par la force, qui invoquent Dieu pour justifier leurs crimes, qui sacrifient des peuples entiers sur l'autel de leurs ambitions. L'empereur qui terrifia l'Europe entière nous montre jusqu'où peut mener l'ubris du pouvoir absolu.